Bien, eh bien bonsoir messieurs, dames, merci infiniment d'être là, merci d'avoir organisé cette soirée, très gentil. Euh, je vais commencer par dire deux mots pour me présenter, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais c'est que vous compreniez d'où je parle, et c'est malheureusement aussi pour être obligé de démentir un certain nombre de stupidités qui sont écrites dans la presse et qui sont propagées sur les réseaux sociaux en permanence. Il faut bien voir que je vais parfois chercher deux, trois fois mes mots parce que voilà, je sors de 2 jours de colloque très intensifs et où il y avait une pression médiatique et politique très très forte. Donc je suis un petit peu fatigué. Euh, on, on- on vit une époque qui s'apparente à beaucoup d'égards effectivement à une forme de guerre. C'était pas de la blague au fond, quand le président de la République avait dit ça il y a 2 ans. Il y a, il y a en particulier des formes de propagande de guerre qui se développent extrêmement puissamment. euh, qui sont des classiques, c'est-à-dire on peut lire l'histoire, lire les travaux des historiens et on retrouve tout ça dans les techniques de propagande qui sont utilisées, dans la façon de construire des ennemis imaginaires caricaturés pour mieux se poser soi-même en vertueux champion de ceci ou cela. Ce sont vraiment des choses classiques, mais évidemment c'est très étonnant pour nous autres qui pensions vivre tranquillement dans un pays démocratique, apaisé, machin, etc., de voir ressurgir des choses qu'on croyait relever du passé en réalité. Et quand on les analyse précisément, on trouve des correspondances qui sont évidentes avec précisément ce qu'on a pu déjà vivre par le passé. Mais nous sommes des générations qui n'ont, pour la plupart d'entre nous, qui n'ont pas connu précisément les époques de grande crise, les époques de guerre, et qui donc assistent à un certain nombre de choses qui sont difficiles à comprendre, qu'on comprend mieux quand on a un petit peu de recul historique, ou quand on a lu ces choses-là, ou quand on a eu dans sa famille la transmission d'un certain nombre de choses qui datent de ces époques-là. Je pense qu'on les comprend mieux à ce moment-là. Donc moi je suis chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, ce que je définis volontiers comme le service public de la recherche. Ça a 2 conséquences très fortes pour moi. La première, c'est l'adhésion à l'éthique de la recherche scientifique, dont le premier principe, c'est le désintéressement. C'est-à-dire, c'est le fait de vouloir chercher la vérité pour la vérité, sans aucune autre forme d'enjeu, d'intérêt, qu'ils soient financiers, politiques, carriéristes, personnels, amicaux, que sais-je. Voilà, aucune forme. Concrètement, je n'ai aucun intérêt particulier à dire ce que je dis. Voilà. Je dirais même plutôt que non seulement je gagne rien, mais j'irais même plutôt à y perdre. Voilà. Pas le seul, beaucoup. Tous les gens qui sont un peu visibles dans le débat public. Voilà. Mais ça, c'est la première chose, c'est fondamental. Voilà, c'est absolument fondamental. Si on a un quelconque autre intérêt que celui désintéressé de la recherche de la vérité, alors on ne peut pas se revendiquer d'une approche scientifique. Ce n'est pas une question de méthode, de maîtriser telle technique ou je ne sais quoi. Ça, c'est des choses pour faire, c'est le décor, c'est pour faire du packaging. C'est pas parce qu'on connaît 2, 3 techniques statistiques qu'on est machin. Non, question numéro 1, c'est le désintéressement. Ensuite, il y a, je le définis donc comme le service public de la recherche, donc il y a le mot service public, qui pour moi également veut dire quelque chose. C'est être au service du public, qui accessoirement me paye avec ses impôts. Et ça veut dire fondamentalement que dans ma réflexion, il y a toujours la volonté de défendre la population, au fond, quelque chose de cet ordre-là. Et je dirais, y compris contre mon État ou mon administration, si j'estime qu'il maltraite les citoyens dont je fais partie. Ces convictions-là, je les ai toujours eues, et c'est ce qui fait que je fais ce que je fais, que je dis ce que je dis aujourd'hui. Ensuite, à titre personnel, je n'ai pas non plus, je suis obligé de le dire, vu le niveau des attaques, donc je suis athée, je n'adhère à aucune idéologie politique, quelle qu'elle soit. J'ai des convictions très fortes, qui sont de notoriété publique, qui jusqu'à ces dernières années s'appelaient des convictions de gauche politique et d'écologie politique, grosso modo, pour me situer. Voilà. Mais ce sont des convictions et des valeurs, ce ne sont pas des idéologies. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours écrit, codifié, que je répète. Voilà. Ça, c'est la religion, total respect pour la religion, ça relève de la liberté individuelle, mais ça ne peut pas correspondre pour moi au travail intellectuel que je fais. Voilà. Je ne suis pas là pour répéter des choses déjà codifiées par ailleurs. Ce n'est pas compatible avec ce que j'estime, encore une fois, être la recherche désintéressée de la vérité pour la vérité. Voilà. Donc, aucune adhésion à un corpus idéologique comme ça, quel qu'il soit,
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore alors, les histoires de complotisme, ça fait rire, hein, à moins évidemment que le simple fait de mettre en question le discours d'un gouvernement vous transforme automatiquement en complotiste. À ce moment-là, bah oui, je revendique même, hein, sans problème. Hein. Mais alors non seulement je le revendique, mais en plus j'étais comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire depuis des années, en fait je l'étais sans le savoir. Je l'enseignais à mes étudiants sans le savoir. Putain, merde. Et on peut continuer comme ça, c'est-à-dire que à ce moment-là, si ne pas prendre pour argent comptant un discours politique, par exemple, hein, si se questionner sur les intérêts éventuellement cachés d'un discours politique, si s'intéresser, si suivre l'argent, comme on dit quand on fait une enquête, si s'intéresser à la question des conflits d'intérêts, etc. Alors, il n'y a pas que dans la recherche qu'on est complotiste. J'ai envie de dire, on enseigne le complotisme à l'école de la magistrature, dans les écoles de police ou de gendarmerie. Oui. Waouh, c'est grave en fait. Voilà. Alors, je le dis maintenant, si je n'ai pas l'occasion de le redire, je pense que tout ceci, tous ces discours sur le complotisme, etc., qui sont une énorme bulle politico-médiatique. Hein. Je vous dis des choses très concrètes parce que c'est ça la vraie vie. Hein. Donc je sors d'un colloque que j'avais organisé 2 jours à l'IHU de Marseille, et sur lequel vous avez sans doute vu passer des torrents d'articles plus délirants les uns que les autres, qui annonçaient que c'était en fait une manifestation d'anti-vax acharnés, qui imaginaient sans doute qu'il y avait des milliers de personnes qui arrivaient avec des banderoles, des pancartes, qui voulaient casser je ne sais quoi. Enfin, j'ai reçu le coup de téléphone des RG, hein, des renseignements territoriaux, on dit maintenant, pardon, qui voulaient me demander qui y avait là. Enfin, vous voyez, donc, cette espèce de délire général. Il y avait 60 collègues et médecins dans une salle à écouter un colloque, hein, comme d'hab, quoi. Comme j'en ai fait 25 dans ma vie. C'était ça, la vraie vie, c'était ça. Mais dans la bulle politico-numérico-médiatique, je sais pas, il y avait un truc incroyable, subversif. Voilà. C'est un délire. C'est un véritable délire. Hein. Les gens qui propagent ça sont délirants, en sont complices ou sont idiots, ou obéissent aux ordres. Hein, parce que dans l'univers des journalistes, il faut bien voir, je ne mets pas en cause les personnes, hein, il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de gens qui ont le pouvoir et l'argent. Et puis derrière, en dessous, hein, il y a une masse de petites mains, hein, souvent précaires dans leur emploi et qui juste obéissent aux ordres qu'on leur donne. Hein. Et donc, en réalité, c'est le rédacteur en chef qui écrit le titre et le chapeau de l'article, puis le journaliste doit juste remplir le contenu. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc quand on a compris ça, on comprend mieux d'autres choses. Mais voilà, c'est pour dire le niveau de délire dans lequel on est. Il y a 60 chercheurs qui font un colloque dans un lieu universitaire, et ça devient un tel délire qu'il y a des RG qui m'appellent pour savoir. Voilà. C'est ça la réalité de ce qui se passe. C'est pour dire le décalage, hein, qu'il y a entre cette espèce de bulle politico-médiatico-numérique et très parisienne, pas uniquement, mais très évidemment, tout est concentré, et puis la vraie vie, hein, qui est celle que nous avons les uns les autres tous les jours, voilà, qui est très différente. Et ce décalage-là, on va le retrouver un peu partout dans ce que je vais dire, bien sûr. Voilà. Alors, pour résumer mon propos, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020, enfin, à partir de fin février 2020, je suis comme chacun d'entre nous, hein, au début un peu sidéré et stupéfait de ce qui arrive. Bon, on me dit qu'il y a un nouveau virus qui risque tous de nous tuer. J'ai une petite distance tout de suite par rapport à ça. Pourquoi ? Pas du tout parce que je suis a priori forcément soupçonneux, mais juste parce que j'ai un peu de mémoire en fait. Et que je me souviens, je l'ai vécu parce que c'est pas très vieux, hein, que bien, donc mars 2020, 11 ans avant, on avait vécu la crise H1N1. Hein, et je me souviens de ça. Je m'en souviens, non seulement je m'en souviens, mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser, de le citer un jour dans un de mes livres. J'ai lu le rapport du Sénat qui avait été fait, l'enquête parlementaire qui avait été fait par la suite. Et je me suis souvenu que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait totalement dramatisé de manière indue, de manière fausse, hein, une épidémie, avait cherché à mettre en panique tout ça, que derrière il y avait des enjeux industriels, pharmaceutiques juste énormes. Et ça, je le sais depuis longtemps. En 2014, j'ai rédigé pour mes étudiants un petit manuel universitaire qui correspond au cours que je fais à l'université depuis des années, Sociologie de la délinquance. Hein. Et dans ce livre, Sociologie de la délinquance, j'explique, comme dans mes cours, mais depuis 20 ans, hein, que la délinquance, c'est pas une catégorie de personnes, hein, c'est pas une tronche, c'est pas une couleur de peau, c'est pas juste des jeunes avec des casquettes qui brûlent des voitures ou qui dealent du shit. La délinquance, ça peut être aussi
des gens extrêmement sérieux, habillés avec un magnifique costard-cravate. Ça existe dans absolument tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels. La définition de la délinquance, je répète, c'est essentiel, ce n'est pas une catégorie de personnes, ce n'est pas une catégorie sociale. La délinquance, la seule définition qui existe, c'est le droit. La délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Toute personne qui enfreint la loi commet un acte de délinquance, point. Et quel que soit voilà, le milieu social, le machin, le nom, la présentation, c'est pas le problème. Et donc dans mon petit manuel de sociologie de la délinquance, il y a une partie sur la délinquance des élites. Parce que dans notre jargon, on appelle ça la délinquance en col blanc. Parce que ça réfère à des vieux travaux américains de l'entre-deux-guerres. Le col blanc, c'était celui des cadres, par opposition au col bleu, du bleu de travail de l'ouvrier. Voilà. Bon. Donc, c'est les premiers travaux de mes ancêtres sociologues qui essayaient d'expliquer ça. Attention à votre café. Qui essayaient d'expliquer ça. Et dans mon chapitre sur la délinquance des élites, il y a une première sous-partie sur la délinquance dans les milieux politiques, fraude électorale, trucage des campagnes, hein. Et puis il y a une partie dans les milieux économiques. Et je passe en particulier en revue dans ces milieux économiques toutes les formes de fraude, de tricherie, de corruption et d'atteinte à l'intégrité des êtres humains qui découlent des pratiques industrielles. Et je passe en revue plusieurs domaines. L'agroalimentaire, tout le monde a 10 exemples en tête qui arrivent, j'imagine, et l'industrie pharmaceutique, c'est un de mes sous-chapitres. Où je raconte un petit peu, par exemple, choses que tout le monde connaît, mais dans le détail qui sont intéressantes à aller creuser. Par exemple, l'affaire du Mediator. Alors, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, puisqu'elle a été jugée il y a même pas un an, jugée définitivement, après des années de procès. On parle là de qualifications pénales telles que coups et blessures et homicide involontaire. On parle de choses. Le Mediator a contribué à tuer peut-être 2500 personnes en France. Chaque année, il y a environ 850 homicides. Vous voyez le truc, hein? Donc c'est quelque chose qui tue 4 fois plus, enfin, qui correspond à 4 années de... Voilà le genre de choses qu'il faut... Voilà. Donc ce sont des choses gravissimes, absolument gravissimes. Hein. Il suffit de 2 faits divers à Marseille pour qu'on nous fasse la terre entière, machin, etc. Bon, voilà. Ces choses-là sont tout à fait essentielles. Bon, je suis très fatigué, donc il est possible que je me plante à un moment donné sur un truc, un chiffre, un bidule. Voilà. Je m'en excuse par avance, je suis vraiment très fatigué. Donc vous saisissez la logique de ce que j'essaie de dire, et peut-être je ferai 2-3 erreurs au passage. Par ailleurs, j'avais l'habitude aussi, sur les questions de sécurité, j'ai passé ma vie à expliquer comment on peut faire peur indûment et tordre totalement la réalité à partir des chiffres. Et en prétendant toujours que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce qui est la bêtise de base. Moi, dans un autre cours que j'ai fait longtemps à l'université de méthodologie de la recherche en sciences sociales, quand on est au chapitre des méthodes quantitatives, des statistiques, je raconte ça à mes étudiants depuis très longtemps, il y a 3 règles d'or. La première, c'est que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui les faisons parler. Et on peut faire dire des choses différentes à un même chiffre. Bon, je vous épargne la suite des règles, mais c'est pour dire à quel niveau de B à bas, en fait, on est. Mais c'est comme en médecine quand on commence à vous raconter que tel médicament est mortel. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas tel médicament qui est mortel, c'est tel dosage éventuellement de médicament qui est mortel. Ben oui. Mais à ce moment-là, pour vous donner qu'un seul petit exemple, si on parle de dosage, il faut savoir que le surdosage du paracétamol est plus dangereux que le surdosage de l'hydroxychloroquine, par exemple. Non. Eh oui, il faut le savoir. C'est expliqué dans l'un des chapitres du livre par un professeur de toxicologie et de microbiologie à l'université de Bordeaux, Jean-Paul Bourdineau, dont c'est le métier depuis 30 ans, hein, et qui explique ça très en détail, machin. Bah oui, voilà. Donc, si vous avalez toute la boîte de paracétamol, ça va très mal se passer pour vous, en fait. Hein, voilà. Bon, donc tout ça, en fait, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi, en réalité. C'est des trucs plus que basiques, hein, je veux dire. Voilà. Mais on en est là, c'est-à-dire qu'on atteint un tel niveau de désinformation, si vous voulez, mais je vais revenir sur ce mot-là. Bon. Et dans le même temps, quand vous dites ça, on vous dit, mais vous faites, vous, en fait, de la désinformation. Et je vais expliquer longtemps qu'est-ce que c'est que cette mode, parce que c'est devenu un enjeu extrêmement important. La fameuse chasse aux fausses nouvelles, hein, aux fake news, la lutte contre la désinformation, c'est en fait un des mots d'ordre de la propagande politico-médiatico-numérique, il faut l'appeler comme ça, puisque vous allez voir que j'insisterai beaucoup sur le rôle des réseaux sociaux, qui est devenu beaucoup plus important que ce qu'on croit. Hein. C'est pas juste un outil en plus, machin. Non, vous allez voir que c'est beaucoup plus
beaucoup plus important et pernicieux quelque part que ça. Bon voilà, donc en résumé, je suis un chercheur. Pour un chercheur, tout est discutable, c'est le b.a.-ba, sinon on n'est pas dans la science, ni dans autre chose, l'idéologie, la religion, autre chose, mais non, tout est discutable. Alors évidemment, la petite phrase du petit clip du ministère de la Santé, on peut discuter de tout sauf des chiffres, ça fait rire, hein. Enfin, là aussi, hein. Cours de première année, non, bah non, justement, justement, non. Voilà. Donc tout est discutable, tout est réfutable à partir d'arguments, voilà, tout simplement, d'arguments, d'éléments de preuve, de faits, de données, voilà. Ça devrait aller de soi. Ça devrait aller de soi. Or, on est aujourd'hui dans cette situation où le simple fait de dire « je ne suis pas d'accord » ou là « je pense que vous mentez », vous transforme automatiquement en la Provence, quelqu'un qui pense que la Terre est plate ou Michael Jackson est toujours vivant. On est à un niveau de malveillance dans la caricature. Waouh! Je disais ça hier au colloque, on ne sait plus comment qualifier ça, quoi. Hein. Le caniveau, le bac à sable. Dessous encore, je sais pas, dessous, les égouts dessous, enfin, voilà, on ne sait pas. Bon, chacun comprend qu'il y a d'autres raisons, évidemment, à ça. Hein, bon, voilà. Alors, je reviens, pardon, à mon petit récit, c'est un peu décousu, je m'en excuse. Je reviens à mon petit récit. On est fin février, début mars 2020. Donc, moi, je ne panique pas parce que j'attends d'en savoir plus, et parce que j'ai le souvenir de précédentes alertes, fausses alertes. Hein, voilà. Donc, j'attends tranquillement. Et je commence à observer des choses que je ne comprends pas intellectuellement et qui en plus me choquent moralement. La chose qui m'a, quand je l'ai bien identifié, la chose qui m'a le plus à la fois désarmé et choqué, c'est le fait qu'on cherche à empêcher les médecins de soigner les gens. Ça, c'est quand même quelque chose qui est juste affolant, qui est absolument sans précédent. Qui est moralement très grave et dont j'espère qu'il y aura un jour des suites judiciaires et pénales, parce que c'est un scandale absolu. Qui plus est lorsqu'on le fait pour d'aussi mauvaises raisons, hein, c'est-à-dire avec justement des choses dont je vais parler, avec par exemple des enjeux financiers derrière, hein, des enjeux qui sont liés à l'industrie pharmaceutique, hein, parce qu'on veut laisser le champ libre à autre chose. Hein. En l'occurrence, les médicaments qu'on va diaboliser sont des médicaments qui ont la particularité d'être des médicaments génériques qui valent 2,20 € la boîte en pharmacie. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on voulait nous vendre? On a d'abord voulu nous vendre un antiviral qui s'appelle le Remdesivir, hein, qui coûte plusieurs milliers d'euros par patient l'administration, qui en plus qui s'injecte par voie intraveineuse, donc et dont on apprendra plus tard, hein, qu'en réalité non seulement il est inefficace, mais que dans un certain nombre de situations il est même absolument nocif. Et puis la deuxième chose qu'il fallait préparer, et pour laquelle il fallait faire de la place, c'était pour évidemment la grande campagne vaccinale, hein, avec cette idée que finalement il n'y a... Alors, j'ai commencé comme ça petit à petit à comprendre ce qui était en train de se mettre en place, à faire des connexions tout simplement, hein, entre des faits qui se posaient comme ça sur la table. Et au bout d'un moment, j'ai fini par identifier et analyser, et je pense que c'est éminemment sociologique comme travail, hein, parce que je dis ça, note de bas de page, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à me critiquer bêtement, qui disent oh, tu te prends pour un virologue, tu te prends pour un machin, mais pas du tout. Hein, j'ai commencé donc à publier dès la fin du mois de mars une enquête qui s'appelle « Enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise ». Ce n'est pas une enquête de virologie, c'est une enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise. Voilà. Donc, et au bout d'un moment, j'ai identifié ce que j'appelle donc la doxa du Covid, je vais expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai identifié quelle est l'histoire globale qu'on nous raconte. Voilà. Et ce qui est évidemment insupportable pour les promoteurs de cette histoire, que je vais analyser dans un deuxième temps, ce qui est insupportable, c'est que précisément, je conteste l'histoire globalement, la structure et la logique de cette histoire, hein, en disant que c'est un récit. Chacun a le droit de se raconter une histoire, de faire un récit, tout comme chacun a le droit de croire au Dieu qu'il veut, aux idéologies qu'il veut, etc. Mais par contre, il ne faut pas prétendre ensuite que c'est de l'analyse scientifique ou du diagnostic médical. Enfin voilà, il ne faut pas mélanger les genres. Il faut savoir rester chacun. Alors, ce que j'appelle la doxa, c'est ce discours. Mais je m'explique d'abord sur le mot doxa. Ce n'est pas pour faire le malin, faire savant, hein, que j'emploie un mot qui n'est pas un mot du langage courant. C'est parce que ça renvoie à un concept précis, c'est un vieux concept philosophique, mais qui a été popularisé en sociologie par un sociologue très important dans l'histoire de la sociologie française, qui s'appelle Pierre Bourdieu, et qui a déjà expliqué ça. Donc je reprends simplement ce concept. La doxa, c'est le discours, alors on peut le dire à trois niveaux.
Premier niveau d'analyse, la doxa, c'est le discours dominant à un moment donné dans une société donnée, sur un sujet donné. Bien. Deuxième niveau d'analyse, si c'est le discours dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des gens, des élites. Et troisième élément de l'analyse qu'il y a derrière ce concept, c'est le discours des dominants d'une société qui, quel que soit l'objet précis dont il parle, ce discours, qui vise en même temps à justifier la domination de celui qui est en train d'en parler. Donc, la doxa, c'est ça, discours dominant, parce que tenu par les dominants, qui, en le tenant, en plus, cherchent à justifier le fait qu'ils sont dominants, en particulier pour dire qu'eux seuls ont la capacité à expliquer quel est le problème et à conduire des solutions sur le problème. Voilà, donc pour justifier leur domination. C'est ça que ça veut dire. Donc je vais faire deux choses rapidement devant vous ce soir. La première, c'est analyser le contenu de ce discours, de ce récit. Et la deuxième, c'est interroger sur qui sont les gens qui ont fait émerger et qui ont propagé et imposé comme seule vérité officielle, seule vérité possible, scientifique, soi-disant, on va voir, ce discours, voilà, cette histoire. Alors quand je dis une histoire, c'est, entendez-moi bien, comme tel, un récit, une histoire, pour expliquer ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Alors la doxa du Covid, ça consiste, c'est l'histoire qu'on nous raconte, qui est, vous allez voir, qui est un enchaînement logique et un enchaînement chronologique. C'est une histoire avec un début et une fin, une temporalité, il y a un début, il y a une fin, et il y a un enchaînement logique. Et il y a 4 éléments fondamentaux dans cette histoire, ou 4 phases, si vous voulez, aussi chronologiques. C'est l'histoire officielle qui nous est racontée, et que donc je conteste globalement. Premier élément de la doxa, c'est, première affirmation, consiste à dire, nous sommes confrontés à une menace mortelle, potentiellement mortelle pour l'humanité. Traduction, on risque tous de mourir. Voilà. Discours du directeur de l'OMS, le SARS-CoV-2 constitue une menace mortelle pour l'humanité. On risque tous de mourir. Premier élément. Deuxième affirmation, non seulement on risque tous de mourir à cause du virus, mais il n'existe pas de thérapeutique. On ne peut pas soigner. Donc, c'est logique, arrive le troisième élément, la seule chose qu'on peut faire, c'est le confinement général, c'est-à-dire tous se cacher sous le lit. Quatrième et dernier élément, la fin de l'histoire, nous ne pourrons ressortir de sous le lit où on est caché que le jour où le vaccin arrivera pour nous délivrer. Amen. C'est ça la doxa du Covid, en réalité, c'est juste ça. Alors, chacun des éléments est éminemment discutable en réalité, chacun d'entre eux. Donc la première partie de mon travail a consisté à discuter chacun de ces éléments. Alors je ne vais pas vous la faire en 700 pages, mais juste quelques petites indications. On risque tous de mourir, premier élément. Ben, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Pas vrai. Alors, ça ne veut pas dire que le virus est une invention, que machin. Non, on regarde les trucs, voilà, on risque de mourir. Non, c'est pas vrai. Allez, quelques petits points de repère. La moyenne d'âge des personnes qui sont décédées de ou avec le Covid, je ne peux pas rentrer ici, mais ce sont des distinctions très importantes. À l'hôpital, en gros, c'était 82 ans dans les rapports de Santé publique France. Mais il n'y a pas les EHPAD dedans, c'est que l'hôpital, donc il faut rajouter les EHPAD. Or, la moyenne d'âge des résidents dans les EHPAD, qui ont été presque la moitié des morts de 2020, la moyenne d'âge, juste avant l'arrivée de la Covid, c'était déjà 86 ans dans les EHPAD. Bon, donc, quelque part, on va dire à la louche, la moyenne d'âge des gens qui sont morts de ou avec le Covid depuis février 2020, ça se situe quelque part entre 83 et 84 ans dans ces eaux-là, sans doute, à la louche. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est au-dessus de ce qu'est l'espérance de vie, qui doit être entre 79,5 et 80 pour les hommes, et 82, quelque chose pour les femmes. Donc, en moyenne, c'est au-delà. Bon. Donc, déjà, tout de suite, on comprend que, en fait, c'est quelque chose qui va être éventuellement le coup de grâce pour des gens qui sont déjà arrivés quasiment au bout de leur vie, quelque part. Hein. On comprend tout de suite quand même quelque chose de ce genre. Nous avons montré, avec plusieurs collègues présents dans cette salle, nous avons montré par ailleurs qu'en dessous de l'âge de 60 ans, il n'y a jamais eu de surmortalité depuis 2 ans. Il faut l'entendre, ça, hein, parce qu'on a passé son temps à nous raconter que les enfants et tout, machin, c'est terrible. Monsieur Véran a rencontré un jeune sur un lit d'hôpital. Regardez, waouh.
Je connaissais bien ça, hein, sur la criminalité, ça s'appelle le fait divers. Oh, regardez le gamin qui a tiré bidule ou qui dit il avait 11 ans. Oh, m'en parlez pas, c'est de pire en pire. Ils sont de plus en plus jeunes. Oh, c'est plus comme avant. Resserre-moi un pastil, l'OM ne fait plus rien. Il n'y a plus de saison. C'est le café du commerce. Hein. Voilà, bon. Pareil, c'est pareil. Ah, on en a vu un, machin. Ok, mec, t'en as vu un, on est 67 millions. Hein, voilà. Donc, non, il faut étudier tranquillement les données. Hein, voilà. Et quand en tenant compte de toute une série de facteurs, je ne peux pas rentrer dans l'analyse. C'est là. En dessous de 60 ans, il n'y a jamais eu de surmortalité depuis 2 ans. Un deuxième petit... bon, non, ça va être trop long sinon. La deuxième affirmation, tout aussi éminemment discutable, on ne peut pas soigner. Ah bon? Et pourtant, depuis 2 ans, il n'y a eu de cesse, et dans tous les pays du monde, hein, de voir apparaître des médecins qui s'élèvent en disant excusez-moi, moi j'ai soigné les gens et à part une ou deux exceptions, machin, j'ai jamais vu de mort en fait. Hein. Bon. Et encore une fois, il faut vraiment le dire, c'est très important parce que dans la propagande hein, politico-médiatico-numérique dont j'ai parlé, une des stratégies pour appuyer ce deuxième élément, hein, l'idée qu'il n'y a pas de traitement, c'est la stratégie qui consiste à diaboliser les gens qui disent que non, on peut soigner. Voilà. On est bien placé ici pour le savoir, puisque l'IHU de Marseille et Didier Raoult a été totalement diabolisé. Hein, charlatan, escroc, menteur, empoisonneur de malades. Hein, bon, voilà. C'est une véritable diabolisation, mais c'est un niveau de diffamation qui est tout à fait impressionnant. Hein, ce sont des violences psychologiques, symboliques inouïes. Il faut voir ça. Les gens me montrent, je ne fréquente pas trop les réseaux sociaux parce que je trouve ça extrêmement toxique, mais quand les gens me montrent des choses, enfin incroyables, il y a des fous furieux, hein, des gens qui disaient sur les réseaux, on va faire un attentat hein, contre l'IHU, on va envoyer une voiture bélier, il y a des grands malades, hein, des grands malades. C'est une diversion, bien entendu. Hein, c'est une diversion pour derrière discréditer l'idée qu'en fait on peut soigner les gens. A fortiori, si en plus on les soigne avec des trucs qui valent 2 € la boîte en pharmacie. Voilà. Alors, d'où l'énorme polémique qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine. Et pour vous montrer à quel point ce débat est totalement faussé et à quel point l'hypocrisie s'est imposée comme une norme dans certains milieux, il ne faut pas l'oublier tout ça, c'est pour ça que je fais des livres aussi, c'est pas pour le plaisir de j'ai déjà fait plein, hein, pas de problème, c'est pour archiver aussi tout ça, qu'on n'oublie pas ces choses-là. Et que ça, avec l'espoir que éventuellement ça nous aide à faire moins de bêtises à la prochaine crise. Hein. Parce que si on a déjà été capable de faire tout ce qu'on a fait là depuis 2 ans, qu'est-ce que ça va être la prochaine? C'est pas rhétorique que je dis, hein, c'est une vraie question. Donc c'est aussi pour le futur, c'est aussi pour nos enfants, c'est pour tout ça qu'il faut qu'on réfléchisse tranquillement. Voilà, je suis fatigué, donc j'ai déjà perdu mon fil. Donc tout ça, grande diversion, je le disais, où tous les arguments sont bons, c'est une espèce de guerre de l'information, guerre d'influence hein, que nous vivons. Alors en plus c'était facile, hein, il y a une personnalité qui s'y prêtait, évidemment, machin, mais en réalité tout ça c'est de la poudre aux yeux, hein, c'est une véritable diversion. La bonne question c'était d'analyser les choses. Alors l'hypocrisie, je l'ai retrouvé mon idée. C'est quand vous lisez donc la polémique qu'il y a eu entre mars et fin mai, début juin 2020. C'est le cœur du moment où il y a eu l'énorme polémique sur Raoult, l'IHU, hydroxychloroquine. Okay. C'était quoi l'argument suprême des gens? C'était la dangerosité, la toxicité hein, cardiaque de l'hydroxychloroquine. Et quel était, donc vous lisez les papiers de presse, machin bidule, quels étaient les arguments? C'était des rapports issus de ce qu'on appelle la pharmacovigilance. D'accord? C'est-à-dire les mêmes rapports que quand, avec quelques collègues, on dira au mois d'août 2021 que ces rapports signalent quand même qu'il y a des effets secondaires graves au vaccin, on nous dira mais vous êtes un délirant, un crétin, vous n'avez rien compris, ça n'existe pas. C'est les mêmes rapports qui 1 an avant, servaient aux mêmes personnes à dire que l'hydroxychloroquine était un danger cardiaque terrible. C'est dire le niveau d'hypocrisie. Hein. Donc quand ça arrange telle source ou tel chiffre, elle est bon. Quand ça dérange, il devient mauvais, alors que c'est le même. C'est la même source, c'est les mêmes trucs. Là. Quand ça arrange, c'est bon. Une hypocrisie généralisée. On a refait le coup ensuite sur tout. On a refait le coup sur l'ivermectine. On a même fait le coup sur l'antibiotique, l'azithromycine.
nos dites autorités sanitaires n'ont même pas été capables de recommander la vitamine D en prévention. Ce qui est quand même de l'ordre de la base, quoi. Juste renforcer un peu le système immunitaire au cas où. C'est vraiment du basique de chez basique. Hein. Même ça, ils n'ont pas été capables de le faire, et même, ils ont tenté de le discréditer, sous divers moyens. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est là. C'est archivé. Donc, deuxième élément, voilà, oui, il est faux, bien sûr. Ah, je m'empresse de dire que ça ne veut pas dire, en retour, qu'il existe des médicaments miracles. Ça, c'est une expression de journaliste. J'ai interviewé une trentaine de médecins généralistes, la plupart, une bonne trentaine même, dans mon enquête. Je n'ai jamais rencontré un seul médecin qui dit miracle, mais ce truc, ça marche à tous les coups. Et heureusement, sinon ce serait un charlatan précisément. Hein. Non. C'est pas comme ça que ça marche, la médecine. Hein. Voilà. C'est comme les questions du dosage. Enfin, c'est pas comme ça. C'est pas oui, non, blanc, noir, 0 ou 100%. C'est les petits enfants qui raisonnent comme ça. Hein. Parce qu'à l'arrivée, pour eux, il est gentil ou il est méchant. Hein. Et à la fin, c'est le gentil qui gagne dans l'histoire. Bon. Donc c'est normal, mais c'est le stade des petits enfants. C'est pas possible qu'on fonctionne comme ça dans le débat public d'adultes. C'est pas possible. Voilà. Donc la vérité, c'est jamais blanc, noir, 100%, 0. Voilà. Et jamais aucun médecin n'a dit qu'il y a un miracle. Par contre, ils ont dit, si on utilise telle chose à tel stade de la maladie, ça a tel effet qui est intéressant. Bon. Voilà. Donc le deuxième argument était aussi éminemment critiquable. Et c'est là, je l'ai dit au début, moi c'est ce qui m'a, encore aujourd'hui, c'est ce qui continue à me révolter le plus. Parce que, vous l'avez compris, il n'y aurait jamais eu le nombre de morts qu'on a eu si on avait soigné les gens. Hein. Je vais même plus loin, je le dis clairement, c'est filmé, je l'assume devant qui on veut. J'espère même que quelqu'un un jour m'attaque en justice, machin, pour qu'on puisse le faire publiquement devant les juges, hein, que les gens enquêtent. Je l'espère même en réalité. Pas pour ça que je le fais, hein, mais ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Bon, donc, voilà, aucun médecin, évidemment, jamais prétendu faire un miracle, mais par contre, les gens, ils ont soigné les gens. Et déjà, c'est quand même la base. Tous les généralistes que j'ai interrogés, la plupart qui donc traitent depuis le tout début, hein, depuis février 2020, ils ont vu arriver quoi maladie respiratoire qui ressemble à des choses, mais qui en même temps a des caractéristiques nouvelles. Bon, ok. Donc ils ont dit, je vais commencer par traiter des symptômes que je connais, de détresse respiratoire aiguë. Hein, voilà. Et en l'occurrence, ils ont utilisé massivement un antibiotique, hein, un macrolide, plus connu, donc c'est l'azithromycine, une marque Zitromax, grand classique, générique donc, hein, qui coûte presque rien. Et quand ils l'ont fait, mais ils ont eu des résultats spectaculaires. Le dernier que j'ai interviewé, ça remonte à peut-être 3 semaines maintenant. Donc c'est un généraliste qui donc, au total, depuis 2 ans, il a soigné 1 millier de patients. Okay. Il en a eu 5 qui sont hospitalisés et 0 mort. Enfin, voilà. Et c'est-à-dire ce qu'il avait dans les années de forte grippe, en fait. Voilà. C'est lui qui me raconte ça. Et c'est ce qu'ils m'ont tous dit, en fait. Tous. Voilà. D'où la phrase le neurone que je viens de retrouver. Si on avait soigné les gens, hein, je pense qu'on aurait eu de la mortalité d'une année de grippe sévère. Voilà, grippe sévère. Par contre, évidemment, si on dit aux gens un antibiotique contre un virus, prend les gens pour des idiots, c'est pas un antibiotique contre un virus, c'est un antibiotique contre les inflammations que provoque le virus. C'est donc un anti-inflammatoire. D'autres propriétés aussi, l'azithromycine, bactéricide, mais peu importe, la fonction principale, elle est là. C'était pour soigner l'inflammation que provoquait le virus lorsque, je vous passe les détails, mais en gros, lorsque le virus rentre dans notre corps, une bagarre s'engage avec notre système immunitaire, bon, et dans un certain nombre de cas, que le système immunitaire perde ou qu'il fasse une surréaction, en fait, provoque des inflammations, hein, qui peuvent être donc dangereuses, et donc l'antibiotique, il agit là-dessus, contre l'inflammation. Il n'agissait pas pour tuer le virus à l'origine. Bon, c'est vraiment du béaba qu'on raconte là, en fait, mais bon. Voilà. Mais quand je dis les gens rigolaient, virus, machin, c'est pas un obscur je ne sais qui dans le débat public. Ce sont écrits dans des circulaires du ministère de la Santé, ce sont écrits dans les rapports des dites autorités de santé. Ça pose évidemment question, hein, ça pose de grosses questions.
Donc ce deuxième argument était éminemment critiquable. Oui, on peut soigner les gens de la Covid, ce qui ne veut pas dire que c'est un miracle, que ça marche à tous les coups, qu'il y aura 0 mort, parce qu'il n'y a jamais eu ça non plus. Voilà. Accessoirement, ça fait partie de la vie, la mort. Hein. Il y a 600 000 personnes qui meurent chaque année, avec des variations saisonnières qui sont archi connues. Voilà. Il y a en particulier des maladies respiratoires et des maladies infectieuses en hiver qui, chaque hiver, emportent une partie de nos plus anciens, les plus fragiles. De même qu'ils sont aussi sensibles à une autre variation saisonnière qui sont les pics de canicule pendant l'été. Enfin, tout ça est une grande banalité, quoi. Hein. C'est comme ça depuis toujours. Et bon, voilà. Enfin, depuis toujours, depuis aussi longtemps qu'on étudie ce truc-là, c'est classique. Alors, évidemment, ça met en question du coup le troisième élément de la doxa, qui était la seule chose qu'on peut faire, c'est de se cacher sous le lit, c'est le confinement général. Dont on peut observer, dont j'observe deux choses aussi. Hein. La première, c'est que le gouvernement, dans sa propagande, a cherché à faire croire que le confinement avait sauvé les vies, hein, a même réussi à faire produire sur le site internet de l'école de santé publique de Rennes, de mémoire, une étude qui prétend que, c'est pareil, hein, c'est des gens devant un ordinateur qui font des calculs, c'est les fameux modélisateurs. Donc ils ont calculé que le confinement avait sauvé 61 853, enfin, oui, ils sont trop forts, quoi. Bon, voilà. Donc ça c'est la première blague. Et puis moi je vais plus loin que ça. Non, je pense même qu'il y a, c'est pas jeu, hein, on est beaucoup à le penser en réalité. C'est le contraire. Ça a même des effets beaucoup plus délétères, beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Mais je constate aussi que le gouvernement n'a jamais cherché à évaluer ces effets négatifs des confinements. Jamais. Hein. Et ce sont des effets sociétaux, c'est-à-dire qui sont dans tous les domaines de la vie, et qui par ailleurs ne sont pas uniquement instantanés. C'est-à-dire qu'il y a des effets à court, mais aussi à moyen et à long terme. Lorsqu'on a accru le décrochage scolaire de certains enfants à l'école, ça va avoir des conséquences sur toute la vie des enfants, sur toute leur scolarité et derrière sur toute leur vie. Voilà, donc l'ensemble de ça n'a jamais été posé comme question, évidemment, par notre gouvernement. C'est terrible, hein, voilà. Et c'est mon devoir de le dire. Quant au quatrième élément, c'est la délivrance donc, par le vaccin. Ce pourquoi, et pour une partie des gens qui tiennent ce discours, pas pour tous, mais pour une partie d'entre eux, ce pourquoi tout le discours est construit, pour arriver à la fin, hein, bien sûr, la fin de l'histoire. Alors, vous connaissez comme moi le discours, hein, ça consistait à nous dire d'abord, wow, miracle de la science, merveilleux, c'est la science avec un grand S. Hein. Donc, comment, vous n'êtes pas content, vous êtes contre la science? La science devenant une religion, en fait, hein, avec un grand S, vous êtes contre la science? Je sais pas, j'essaie de la pratiquer. Hein, mais, bon, hein. Donc, miracle technologique, le modernisme, c'est la technologie qui résout tous les problèmes, c'est les applications aussi, c'est merveilleux. On vous dit qui il faut voir, quand il faut voir, manger, avec qui vous mangez, le nombre de personnes qui aura au repas de Noël avec vous. Waouh! Et mieux que vous, hein, bien sûr, ça c'est mieux que vous. Vous ne savez pas, vous êtes idiot. Hein. Et ensuite, on vous dit ce discours merveilleux. Donc, c'est sûr à 100%, il n'y a pas d'effet secondaire. 2, c'est ce qui va bloquer l'épidémie. Blocage de l'épidémie, terminé. Et 3, c'est en plus ce qui va vous empêcher de faire des formes graves, hein, donc vous empêcher de mourir. Okay. Alors que nous, on a fait un truc très simple hein, avec mon réseau de collègues, de chercheurs. Là, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose qu'on fait, on est au mois de juillet 2021, c'est-à-dire on arrive au bout des 6 premiers mois de la campagne vaccinale. En gros, ça commence à peu près au début de l'année 2021. Et il y a des pays qui sont allés hyper vite, qui ont déjà quasiment vacciné toute leur population. Moi, j'ai fait un truc tout bête. Hein. J'ai pris des petits chiffres officiels, des trucs qu'on trouve en 2 clics sur Mister Google, dont on va reparler après. Et je regarde les pays qui sont quasiment déjà à 100% de population vaccinée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que donc l'épidémie a disparu? C'est bloqué l'épidémie. Et je constate que ce n'est pas du tout le cas. Mais pire que ça, je constate que certains pays sont en train de faire à l'époque, hein, l'été machin, avec le variant Delta de l'époque, sont en train de faire le plus haut pic d'épidémie depuis 2 ans. Donc ça protège vraiment de que dalle, hein, en termes de contagion, etc. Voilà, première chose. Deuxième chose, je fais un autre truc, mais vraiment simple, hein, basique. Je vais regarder les rapports de pharmacovigilance, donc ceux qu'on avait utilisés pour dire que l'hydroxychloroquine était dangereux. Hein. Bon. À partir de 4 morts, dont 3 étaient des automédications, hein,
Et le quatrième de mémoire, il y a un chapitre du livre là-dessus, le quatrième de mémoire était potentiellement un suicide. Hein, quelqu'un qui avait avalé des boîtes de médoc, plusieurs d'ailleurs, pas que hydroxychloroquine, pour se suicider en fait. Hein, voilà. Et avec ça, on a construit dans le débat public en France la dangerosité du truc qui était proposé à Marseille. Voilà. Donc moi je retourne voir les mêmes rapports. Et là, ce n'est pas 4 cas que je trouve. Hein. C'est pas 4 cas que je trouve. Je commence à trouver des milliers et des milliers d'effets secondaires graves. Je ne parle pas des effets légers, c'est-à-dire de la fièvre légère, la douleur qu'on a pas loin du site où on a fait l'injection, qui sont des choses banales dans un acte vaccinal. Ce n'est pas de ça dont il est question. Hein. Là, il est question de tout ce qui est lié en particulier à des problèmes de type qui concerne le sang, si vous voulez, hein, en gros, hein, voilà, tout ce qui va provoquer des thromboses, des caillots de sang, etc. La question selon des perturbations plus ou moins graves du cycle menstruel pour les jeunes filles, les problèmes cardiaques davantage pour les jeunes garçons. Bref, la liste en fait est très très longue. Et puis surtout, on voit arriver de nombreux morts, et on ne parle pas de 2 ou 3 cas de machin, on va arriver des centaines dès l'été, dès le mois d'août, je consulte, de morts qui sont donc. C'est quoi la pharmacovigilance? Ce sont pour l'essentiel les médecins qui déclarent quelque chose relatif à un de leurs patients. Et c'est une avancée démocratique qui a été conquise de haute lutte, hein, par ailleurs, la pharmacovigilance. Et dans d'autres pays où elle n'existe pas encore, il y a des médecins qui se battent pour ça, c'est-à-dire que pour qu'on ait un retour sur les prescriptions médicamenteuses qu'on fait, et qu'on ait des signaux d'alerte au cas où certains médicaments présentent une toxicité trop importante. Et à de nombreuses reprises dans l'histoire, les autorités sanitaires, quand elles jouent leur rôle, ont stoppé l'autorisation de commercialiser des médicaments parce que les effets secondaires étaient trop importants. Et à chaque fois, on discute et on fait une balance bénéfice-risque, quoi. Là aussi, c'est vraiment du b.a.-ba, des grosses banalités en fait que je dis. Mais il faut rappeler aujourd'hui, tellement on est rentré dans une folie totale. Hein, bon. Donc je regarde ça. Oh, mon Dieu, que n'avais-je pas fait voilà. Et donc, hop, ça y est, j'ai reconnecté les neurones. Je le fais en France. On le fait, là c'est un travail d'équipe en plus, on se met à 6 dessus. Accessoirement dans l'équipe, il y a une ancienne biologiste de l'INSERM, il y a un médecin généraliste, il y a un pharmacien hospitalier qui est spécialiste de pharmacovigilance, et il y a 2 autres collègues universitaires, un mathématicien et une informaticienne. On regarde en France, on regarde en Angleterre, on regarde aux Pays-Bas, on regarde en Suisse, on regarde aux États-Unis et on regarde au niveau de l'Union européenne. Okay, les données, chacun de ces pays. Avec certains pays, ce n'est pas le cas en France, où la pharmacovigilance est en fait pauvre dans les données qui sont rendues publiques, hein, mais il y a d'autres pays où elle est plus transparente. Hein. Comme souvent, d'ailleurs, c'est des choses que déjà sur la criminalité, j'avais constaté, aux États-Unis, indépendamment de tous les discours politiciens, les machins bidules, n'empêche qu'au niveau des données statistiques publiques, c'est beaucoup plus transparent, voilà, qu'en France. Et donc, il y a un site qui s'appelle la VAERS, VAERS aux États-Unis, qui existe depuis 1990, donc quand nous le consultons à l'été 2021, il a 31 ans déjà, hein, et qui enregistre les déclarations, donc faites là aussi essentiellement par les médecins. Il y a quelques pays où les patients déclarent plus, mais sinon dans la plupart des pays, comme les États-Unis, la France, c'est les médecins qui déclarent. Donc depuis 31 ans, alors après on sélectionne hein, en fonction du médicament, même de la marque hein, qui nous intéresse, et on regarde sur les périodes, etc. Ce qui nous a permis de comparer les effets indésirables graves, y compris donc mortels, qui sont associés à la vaccination pour les vaccins Covid, en isolant chacun, hein, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, pour l'essentiel aux États-Unis. AstraZeneca étant anglais, il n'est pas beaucoup, quasiment pas présent aux États-Unis. Et on a comparé ça avec d'autres campagnes vaccinales massives hein, depuis donc 30 ans. Hein. Et on a montré qu'il n'y avait jamais eu autant de mortalité déclarée que là, mais jamais. Et voilà, je répète, en le comparant à d'autres campagnes massives, telles que les vaccinations saisonnières contre la grippe, qui depuis des années sont faites aux États-Unis de manière vraiment massive, hein, extrêmement massive. Voilà. Il n'y a jamais eu une telle mortalité associée, jamais, jamais. Voilà. C'est inédit historiquement. Et non seulement on dit ça, mais on rappelle aussi qu'il y a encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a belle lurette qu'en voyant monter cet indicateur, on aurait stoppé le truc. Et on l'a stoppé pour d'autres médicaments à d'autres époques, pour infiniment moins que ça. Voilà. Mais là, ça n'existe plus.
n'avez rien compris, mais non, vous mélangez tout, il n'y a aucune causalité. Voilà. À d'autres époques, c'est ce même indicateur qui a permis d'arrêter des choses quand on a dit, oula, attention, le risque commence à devenir plus important que le bénéfice. Voilà. Donc, ça n'a jamais bloqué nulle part l'épidémie, c'est faux. C'est pas peut-être un peu, c'est faux. Voilà. 2, il y a des effets secondaires, y compris graves, voire très graves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça partout, que tout le monde va mourir. Enfin, c'est pas 0, blanc, noir, 0, 100%, jamais. Non, voilà, c'est une question. Donc la bonne question, c'est, il faut combien de morts pour qu'on considère qu'en fait, il faut arrêter cette folie? Voilà, la bonne question, c'est ça. Je ne sais pas, à l'échelle d'un pays comme la France, 1000, 2000, 500, enfin, vous voyez, moi je veux bien, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je dis qu'il faut poser la question. Voilà. Et que c'est ce qu'on faisait, toujours jusqu'il y a 2 ans. Bon, voilà. Et puis troisième chose, c'est censé protéger donc des formes sévères et derrière du risque de décès. Hein. Alors pendant longtemps, on n'avait aucune donnée, donc il fallait juste croire sur parole. Hein. Puis là, petit à petit, il y a quand même des données qui commencent à s'accumuler, alors certaines qui viennent d'autres pays qui ont été encore plus précoces, Israël par exemple, hein, dans les campagnes vaccinales. Et puis même là, enfin, ça devient la dernière qu'on a publiée avec mon collègue et ami Laurent Toubiana il y a je sais plus, une 8aine de jours. Lorsque vous regardez les données de l'adresse et que vous regardez, malheureusement, l'adresse ne publie pas, ou Santé publique, France ne publie pas, le statut vaccinal des personnes décédées. D'où la tribune qu'on a fait sur le site de Quartier Général pour demander au Sénat, puisqu'il crée une commission d'enquête sur les effets secondaires, on a dit au Sénat, mais elle existe cette donnée, hein. Obliger les agences publiques à la rendre publique, obligez-les, hein, puisqu'ils nous en demandent, ils ne nous les donnent pas, mais vous pouvez les obliger. Bon, voilà. Mais enfin, par contre, il y en a une déjà qui est sortie, c'est que, de mémoire, hein, sur le mois de février donc, 2022, hein, dans les données de l'adresse, on a le statut vaccinal des personnes qui rentrent en hospitalisation. Voilà. Et ben, pour Covid, pas pour je ne sais quoi, hein, qui rentrent en hospitalisation, Covid. Voilà. 70% sont des gens vaccinés. Alors, on n'a pas encore la donnée pour, je répète, pour le décès, mais enfin, on a quand même un indicateur de gravité avec l'hospitalisation, me semble-t-il. Hein. Voilà. Bon. Donc je pense que ça ne va pas pouvoir tenir longtemps non plus, cette sinistre plaisanterie. Hein. Voilà. Et je répète, ça ne veut pas dire que c'est dramatique, tout le monde va mourir, machin. Non, c'est juste qu'il faut discuter de ça. Il faut en discuter froidement, statistiquement, et il faut en discuter éthiquement. Éthiquement. Parmi les crises que nous vivons depuis 2 ans, il y a une crise de l'éthique, une crise des valeurs, une crise de la morale. Alors, bon, ça c'est pour les tristes constats. La question qu'il est parfaitement normal qu'un sociologue se pose ensuite, c'est si donc ce discours est à ce point une déformation de la réalité, pour rester poli, comment se fait-il qu'il s'impose comme la seule vérité possible, indiscutable, légitime? Comment est-ce possible? Donc, qui fabrique ce discours? Qui le propage? Qui l'impose comme seul légitime? C'est des questions qu'il faut se poser. Je répète, si poser ce genre de questions, ça va être complotiste, je le revendique, comme faisait Raoult l'autre jour, bien sûr. Et en plus de ça, donc, je l'étais sans le savoir et je l'enseignais depuis des années. Merde alors. Alors, j'ai fait un travail d'enquête qui est basique. Si j'avais, j'ai pas de truc pour vous le dessiner, mais je vais vous le faire avec les mains, ce que j'ai projeté cet après-midi d'ailleurs à l'IHU de Marseille. C'est-à-dire quand on fait une enquête comme un enquêteur de police judiciaire, comme un magistrat instructeur, comme un journaliste d'investigation, quand ça existait encore, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est ce qu'on voit dans les séries policières. Ils sont 3-4 là, enquêteurs dans leur bureau. Ouais, j'ai le fil, il faut que je fasse gaffe. Et puis, ils mettent un mur, ils commencent à coller les photos, machin, à tracer des trucs. Donc ça, lui est en rapport avec lui a fait... Vous voyez? Bon, voilà quoi, truc de base. Donc j'ai fait ça aussi. Alors, ça s'appelle l'analyse de réseau en sociologie. Donc imaginez un cercle, si vous voulez, sur lequel on positionne un certain nombre d'acteurs, puis après on cherche les liens qu'ils ont entre eux. Voilà. Alors, pardon, pour la caméra, j'ai bougé du coup, je suis désolé. Alors, je vais placer mes acteurs. Alors, l'OMS,
c'est un acteur qui joue un rôle très important dans la propagation de ce discours-là, mais c'en est un. Mais ce n'est pas la seule institution supranationale. L'Union européenne aussi, je pourrais donner beaucoup d'exemples, a joué aussi un rôle tout à fait important. Les gouvernements, ça va être un troisième acteur. Bon. Les industries pharmaceutiques, évidemment, les grands gagnants de tout ça, ceux qui font le maximum de pognon. C'est pas les seuls. Hein. On va voir, les gens du numérique aussi, c'est magnifique. Toutes les formes de la grande distribution, Amazon, tout ça est en train de manger. Enfin, c'est terrible. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, les industries pharmaceutiques. Après, on va voir que la fondation Bill Gates, on va voir qu'elle joue un rôle très important, juste en suivant l'argent, hein, les liens financiers, des trucs comme ça. La recherche médicale, on va voir qu'elle dépend aussi, il y en a de plus en plus financièrement. Les médias, hein, les réseaux sociaux. Et à chaque fois, donc d'abord j'analyse ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait. Bon, c'est juste ça. Et surtout, je ne présume jamais des intentions. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement stupide de me traiter, moi ou d'autres, de complotiste. Le complotisme, ça consiste à faire des procès d'intention fondamentalement. Hein. Ils ont fait ça pour faire autre chose, hein, pour renverser, pour machin. Moi, je ne présume jamais des intentions des gens. Par contre, j'écoute ce qu'ils disent, je regarde ce qu'ils font. Ensuite, je me demande pourquoi ils disent ce qu'ils disent, pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est très simple. Et ça me suffit. Ça me suffit pour dire bah, vous voyez, ça en fait, c'est pas du tout. On nous dit qu'officiellement c'est fait pour ça. Ben, non, moi je pense qu'en fait c'est fait pour ça, voilà, parce que je constate que. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a au fond de la tête? J'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne suis pas dans la tête du ministre, je ne suis pas dans la tête de Bill Gates. Je m'en fous. Mais je m'en fous en plus. Voilà, c'est pas le problème. Je n'ai pas besoin de ça pour faire l'analyse que je fais. Et donc, je cherche mes petits liens comme ça. Alors, bon, pareil, je pourrais en parler 3 heures. Je vous donne juste deux, 3 indicateurs comme ça. Première fois que j'ai écrit ça, pareil, réseaux sociaux, complotisme, machin. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Organisation mondiale de la santé. Moi, quand j'ai fait mes études de droit, pas loin d'ici, à la faculté d'Aix-en-Provence, j'ai commencé à faire du droit. J'avais un cours de droit international, c'était à Aix-en-Provence, à la fac, c'était dans la deuxième moitié des années 80. Cours de droit international, à un moment donné, on fait l'ONU, l'OMS. Bon, et dans mon cours, c'était vrai à l'époque, ce sont les États qui financent l'OMS, les États les plus riches en particulier. Donc le premier donateur, c'est les États-Unis, les plus riches, machin. Ok. J'en étais resté là, c'était mes cours de fac. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vrai, parce qu'il y a eu des changements. Heureusement, d'ailleurs, en 30 ans, il y a eu des changements. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais il suffit de faire 3 clics sur son ordinateur pour regarder le budget de l'OMS, les sous. Et on s'aperçoit qu'il y a en gros, il y a 2 colonnes. Il y a une colonne, les États, puis il y a une autre colonne, les donateurs privés. Ah bon? Donc, de mon temps, il n'y avait pas la colonne donateurs privés, il n'y avait que les États. Bon. Là, je vois ça, je dis, tiens, je clique dessus. Waouh, quel acte complotiste subversif, je clique dessus. Donateurs privés, je regarde. Le premier que je vois apparaître, c'est Fondation Bill Gates. Tiens, intéressant, l'agent. Puis, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait. Alors, par curiosité intellectuelle, affreuse, mal placée, désolé, je clique sur les autres. Le deuxième, c'est la Gavi, Alliance mondiale pour la vaccination. Je clique dessus. Puis, tiens, ok, c'est lui. Alors, si ce n'est pas marqué, ensuite, je vais sur le site de la Gavi, je cherche le budget de la Gavi. Je clique budget et je vois premier donateur, Bill Gates. Et je fais comme ça sur une dizaine de trucs, y compris des associations philanthropiques, machin, jusqu'au Rotary Club et tout ça. Bon, ok. Et à la fin, je fais un autre truc révolutionnaire et d'un niveau de complexité scientifique incroyable. Je fais une addition avec tout ça, je regarde le total, et je compare la colonne des États, la première des colonnes, États-Unis. Et je dis, tiens, donc les financements privés, ils sont supérieurs au premier financement d'un État, en réalité. C'est une information importante quand même, ça. Puisque l'organisme censé être au fond une espèce que nous présente, une espèce de service public mondial, en réalité, est financé avant tout par des intérêts privés. Alors, est-ce que c'est de la pure générosité, machin? Peut-être, mais peut-être. Moi, je ne sais pas a priori. Par contre, je vais chercher. Alors, je cherche. Voilà. Alors, Monsieur Bill Gates, indépendamment de l'argent de son argent, donc il ferait profiter, super. Mais par ailleurs, est-ce qu'il a des idées précises, lui, derrière, ou pas? Alors là, c'est pareil, 3 clics d'ordinateur, et puis je trouve, le mec s'en cache pas, discours, Bill Gates, machin. Oui, il a une idée précise, il veut sauver l'humanité en vaccinant toute l'humanité. Ah, ok. Donc, vous voyez, waouh, c'est pas très
très compliqué le truc, hein, il n'y a rien d'extraordinaire ce que je raconte. Bon, mais voilà, c'est ça le truc. Bon, donc je fais ça à chaque fois, et systématiquement. En particulier en regardant d'où vient l'argent. Parce que c'est quand même le nerf. Là aussi, dire que quand même le monde, l'histoire du monde est mue par des questions de pouvoir et d'argent dans la plupart de ce qui fait l'histoire et ses évolutions, ça aussi c'est une banalité quand même affligeante hein, pour un historien. Bon, voilà. Mais voilà, on continue à faire ça, donc je regarde ces choses-là. Bon. Ensuite, je me demande bien sûr pourquoi donc, les gouvernements ont fait ce qu'ils ont fait, ou qui leur a chuchoté à l'oreille hein, pour leur conseiller de faire plutôt ceci ou cela. Puisque donc, tout d'un coup, à la fin du mois de février, on ne veut plus soigner les gens. Dans l'armoire du ministère de la Santé, il y a tous les plans pandémie qui dorment depuis des années, hein, dans lesquels il est marqué un tas de choses. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Pas du tout, puisqu'il y a marqué notamment la première ligne de défense, c'est la médecine de ville, hein, c'est généraliste. Il y a un autre de nos collègues, qui s'appelle Dominique Labbé, qui a écrit avec son co-auteur, donc deux universitaires, qui ont analysé de près un certain nombre de données de l'assurance maladie, des données de santé qu'on a, et qui ont montré que précisément dans les autres épidémies antérieures, en particulier les fortes grippes hivernales, en réalité, en gros sur 100% de malades, hein, eh bien 99% étaient pris en charge avant tout par la médecine de proximité. D'accord ? Voilà. Le rapport entre le nombre de personnes par rapport à l'hospitalisation, entre médecine de ville et hospitalisation. Voilà. Covid-19 en 2020, le gouvernement a inversé ça. C'est pas inversé 1,99%, hein, mais inverser la tendance de ça. Bon. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. On n'a fondamentalement pas soigné aux gens, restez chez vous, Doliprane, etc. Il y a un médecin, hein, que j'ai interviewé depuis longtemps, lui en plus il est très connu, il a le courage d'assumer, il a même écrit un livre. Le livre s'intitule « Je ne pouvais pas la laisser mourir ». C'est clair, hein. Il lui raconte qu'il a passé plusieurs nuits, il n'arrivait pas à dormir, mais enfin c'est pas possible, on me dit pas soigner, de dire aux gens de rester chez eux avec du Doliprane, et moi je vois bien que, puis il dit à bout d'un moment, j'ai assumé de fermer l'ordinateur, de plus lire les notes de la direction générale de la santé qui machin bien, et de soigner mes malades. Voilà, il dit ça. Et le discours du directeur général de la santé, il le qualifie des 3D, hein, Doliprane, dodo, décès. Voilà. Docteur Epstein, son livre est en librairie, c'est impressionnant. Hein. Donc, la stratégie du gouvernement, moi je qualifie ça et pour rester très poli, très gentil, d'hospitalocentrisme. Hein. C'est-à-dire que fondamentalement, ça a consisté à faire reporter toute la charge de la prise en charge de l'épidémie sur les hôpitaux. Hôpitaux qui, par ailleurs, comme vous le savez, sont depuis une trentaine d'années régulièrement dégradés. Hein. Donc, si je le dis maintenant, puisqu'il paraît qu'on était en guerre, moi ça me parle, hein, j'avais un père qui était médecin et qui, par ailleurs, avait fait la guerre de 39-45. Donc, j'ai une certaine idée de ce que c'est qu'une crise, une situation d'urgence, des dangers de mort, je vois à quoi ça correspond, c'est pas virtuel pour moi, même si je ne l'ai pas vécu directement, mais j'en ai eu une transmission familiale directe. Je comprends un peu, je pense un peu ces choses-là. Et donc si je suis la métaphore militaire, donc on est parti à la guerre en laissant l'infanterie à la caserne, c'est la médecine de proximité, hein, les 105 000 généralistes et 135 000 infirmières libérales, restez dégagés. Ensuite, on avait construit depuis 2009 un super bombardier, hein, c'est l'IHU de Marseille. Puis 2009, il y a 7 IHU en France, hein, qui sont à chaque fois qu'on a construit. L'idée, c'était de faire des pôles d'excellence qui soient compétitifs au niveau international, hein, et qui allient la science et le soin. Et c'est en particulier l'idée qu'a toujours eu Raoult à Marseille. La science et le soin, pas séparés, mais ensemble. Ce qu'était autrefois l'Institut Pasteur, ce que Raoult raconte, ce sont ses vraies convictions. Hein. Je l'ai interviewé plusieurs fois, mais il a tas de défauts, mais par contre, c'est quelqu'un d'intègre et ses convictions sont claires, sont transparentes, et en l'occurrence,
sont celles du service public, et cette conception très importante donc de ne pas séparer la recherche et le soin. Donc on avait une espèce de super bombardier qu'on a construit pour ça, hein, pour être le rempart, les pandémies, machin. Et donc le jour où ça arrive, non, charlatan, dégagé aussi. Ok. Ensuite, dans une guerre, comme le savent tous les militaires quand même, dans une guerre classique, on essaie de... Bon, on a son contingent de force et puis on recrute des mercenaires. Donc en l'occurrence, ce sont des métaphores, hein, je m'en excuse, vous ne voyez aucune forme de mépris pour qui que ce soit, mais en l'occurrence, la médecine privée, on s'est quand même retrouvé dans la situation où dans une même ville, il y a un hôpital qui était complètement saturé, qui commençait à trier les malades, voire même à les mettre dans les TGV pour les envoyer dans un autre hôpital, et à 500 mètres de là, il y avait des cliniques privées avec des lits vides. Encore une fois, je n'ai aucune croyance particulière, je ne me prends pas pour je ne sais qui, mais il me semble, si j'avais été le gars qui décide à ce moment-là, bah moi j'aurais réquisitionné les autres lits, quoi. Je sais pas, bêtement, hein, réflexe. Bon, voilà. Donc, non, médecine privée, dégagée. Ensuite, on ne pourrait pas faire de tests. Les vétérinaires, ils ont la main. On sait faire des tests. On a fait aussi des longues études de médecine, hein, vétérinaire. Non, on ne sait pas, on ne donne pas des croquettes aux chats. On sait ce que c'est aussi, le machin, la médecine. On peut faire des tests. Non, c'est pas la peine, hein, vous êtes gentils, restez chez vous. Donc finalement, on a tout fait reposer sur les fortifications hospitalières, qui elles-mêmes s'écroulent en fait, à coup de maltraitance financière et managériale, depuis 30 ans. Waouh! Et on disait qu'on allait gagner la guerre avec ça? C'est une blague, hein. C'est une blague dramatique, hein. C'est une sinistre plaisanterie, en réalité. Une sinistre plaisanterie. Alors, je répète, je ne sais pas pourquoi. Je peux pas, ne me posez pas d'ailleurs la question, mais enfin, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. C'est un principe. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est de ceci, non, ou juste de l'incompétence? Je ne sais pas. Voilà. Et je préfère toujours faire des hypothèses simples avant d'engager les plus lourdes. Je me suis toujours souvenu d'une petite phrase de Michel Rocard dans un vieux livre, je crois que ça s'appelle Le cœur à l'ouvrage, que j'avais lu dans ma jeunesse, entre autres, et qui disait, de mémoire, hein, peut-être je déforme un peu, mais c'est l'esprit de la citation, qui disait en gros, avant de faire l'hypothèse du complot, faites celle de l'incompétence, hein, ou de la bêtise. Hein, voilà, bon, voilà. Donc moi je commence tranquillement, voilà, pas faire autre chose que... mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, hein, cette stratégie-là qui s'est passée. Alors, bon, je vais bientôt m'arrêter, mais je peux continuer comme ça avec chacun de mes acteurs. Comment ont fonctionné les médias, hein? Comment se fait-il que ce discours politique devienne la vérité officielle et que les médias non seulement le propagent partout, le répètent partout, ne le critiquent jamais, mais en plus ne passent leur temps à essayer de faire taire et de discréditer tous les gens qui osent critiquer ce discours politique. C'est quand même incroyable. On se dit, mais ils sont devenus fous, ils se tirent une balle dans le pied. Enfin, il y a encore quelques années, il y a quand même des gens qui prétendaient que les médias, c'était le quatrième contre-pouvoir. Quelle blague, hein. Quelle blague. C'est le contraire. C'est le contraire. Ce sont les chiens de garde, les gardiens du temple. Je reprends l'expression de Serge Halimi, qui a publié ça, un petit livre en 2005, je crois, de mémoire. Hein. Serge Halimi, c'est le directeur du monde diplomatique. Un des derniers endroits où il y a encore un peu de... Donc, comment comprendre cette situation, hein, où loin d'être un rempart, loin de questionner, de mettre à distance, de critiquer, ce qui est normal, encore une fois, c'est le contraire. Ils se sont mis au service de la propagande politique. Certains sont devenus même les pires soldats, les pires mercenaires du discours politique. Waouh! Au point de déclencher ces façons de diaboliser les gens qu'on a tous subis, tous ceux qui ont osé avoir la tête qui dépassait un petit peu, machin, à un point qui est juste hallucinant. Enfin, calomnie, insulte, diffamation, ridicule tout le temps, discrédit tout le temps, enfin, c'est juste hallucinant. Bon. Comment comprendre ça? Toujours pareil, on va commencer par regarder qui paye. Je suis désolé, mais dis-moi qui te paye. Et j'aurais déjà une petite idée quand même de quel rôle tu joues, voilà, quelle fonction tu remplis, c'est un truc de base. Bon. Alors, le problème des médias, c'est qu'ils sont pris aujourd'hui dans une triple dépendance financière. Hein, les deux premiers sont connus, le troisième ne l'est pas assez. La première dépendance financière qui est bien connue, c'est qu'en réalité, je ne peux pas dire de bêtises, mais le site Acrimed tient à jour ça régulièrement, mais en gros, je crois qu'il y a 90% de la presse qui est tenue par quelques milliardaires. Hein, bon.
ce qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les lignes éditoriales qui sont en dessous tenues par les rédactions en chef des journaux, qui sont ceux qui donnent les ordres aux pigistes de remplir les articles dont ils ont écrit donc, les titres et les chapeaux à l'avance, pour simplifier. Donc la première dépendance, bien sûr, c'est celle-là. Il y en a une deuxième dépendance, qui est celle envers l'État, qui est peu connue, trop peu connue celle-là. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est public, vous avez pareil, clic, hein, c'est le truc, hein, ministère de la Culture, aide à la presse. C'est publié chaque année, hein, aide à la presse. Et vous regardez les millions qui sont donnés à toute une série, ça va des quotidiens les plus connus, diffusés, jusqu'à des petits quotidiens régionaux inconnus en dehors de la région en question. Et c'est des sommes qui peuvent être de plusieurs millions d'euros chaque année. Hein. Et quand vous faites ça, vous regardez sur plusieurs années, vous mettez bout à bout, vous regardez par ailleurs les titres de presse en question, et donc vous regardez leur situation économique et leur histoire récente. Et vous, au bout d'un moment, vous dites, OK, en réalité, il y a des journaux entiers qui auraient disparu ces dernières années si l'État ne les avait pas subventionnés. Voilà. L'humanité aurait disparu, Libération aurait disparu. J'en ai comme ça, pas que à gauche, mais une longue liste. Voilà la réalité. Bon, donc là aussi, quand même, c'est un gros fil à la patte, après, si vous voulez, me semble-t-il. Bon, ça fait deux. Et il y en a un troisième. On ne se rend pas bien compte à quel point, ces dernières années, une troisième relation de dépendance s'est instaurée avec les géants du numérique, qui contrôlent les réseaux sociaux, à commencer par Google et Facebook. Google qui est propriétaire de YouTube, comme vous savez, Facebook est propriétaire de Instagram, WhatsApp, bref, quasiment tous les grands réseaux, en tout cas occidentaux, sont clairement tenus comme ça par ces deux monstrueuses sociétés qui sont des monstres financiers. Hein. Je veux dire, il faut voir l'entrée en bourse de Facebook il y a pas très longtemps, c'est une plus spectaculaire et des plus massive financièrement opération. Bon. Pareil, Google, il faut voir ce que ça représente aujourd'hui. Ce sont des forces d'une puissance qui sont devenues des puissances incroyables, hein, vraiment incroyables. Le site le plus visité, en situation de quasi-visité du monde, hein, en situation de quasi-monopole en termes de recherche. D'où l'enjeu, évidemment, quand vous cherchez une information, c'est Google qui vous dit ce que vous allez lire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, machin. Et s'il a le monopole de ça, c'est une puissance incroyable, en fait. Incroyable. A fortiori, si on rentre dans une société où tout le monde passe son temps à utiliser le truc en question. Ah, attends, je vais demander à Google. Alors, quand c'est pour la recette des pâtes au pistou, ok, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc, petite concurrence, machin, puis si tu payes, tu remonteras un peu. Bon, ok, il y a des petits enjeux financiers. Mais enfin, ça n'a pas de grande implication sur les politiques publiques et la santé des populations. Mais sur d'autres sujets, oui, en fait, c'est tout à fait majeur. Donc, on peut orienter, évidemment, bon. Et puis, deuxième chose qu'on a découvert pendant cette crise, c'est que non seulement d'un côté, on oriente ce que vous devez lire en premier, quand vous cherchez quelque chose, mais par ailleurs, on censure ce qu'on ne veut pas que vous lisiez. Ah! Mais on croyait qu'en démocratie, ça n'existait pas, ça, la censure. Hein? C'était un truc de régime autoritaire, le passé, dictature. Ah bon? Bah non. Donc, si vous ne le saviez pas, je pense que vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, je le dis, les phénomènes de censure sont devenus massifs. Massifs. Hein? C'est juste incroyable, en fait, les phénomènes de censure qui se passent. Alors, pardon, dans le langage officiel, hein, la novlangue pour George Orwell, dans le langage officiel, c'est la modération, hein, pas la censure. C'est comme moi, quand Mediapart me censure mes articles, il faut dire dépublication. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Hein. Donc nous avons modéré en dépubliant votre... Voilà. Ça s'appelle la censure. Et c'est absolument massif. 3 clics, ils s'en vantent en plus les uns les autres. C'est même pas caché. Hein. Donc il y a la censure, puis il y a toutes les techniques informatiques qui sont en réalité de la censure cachée. Il y a la censure officielle, revendiquée même, je disais, par certains, assumée, et puis il y a la censure cachée. Hein. C'est ce qu'on appelle le shadow banning. Hein. Moi sur Twitter, j'ai 47 000 abonnés, je me dis « Oh, incroyable, formidable, machin ». Oui, sauf que quand j'envoie un message, il n'y a pas mes 47 000 abonnés qui reçoivent mon message. C'est pas vrai. Donc ça a l'air très joli comme ça. Officiellement, je ne suis pas censuré. Hein. Mais en réalité, quand j'envoie des trucs, ça n'arrive pas aux gens qui sont abonnés. Il vaut mieux en rire, hein, bien sûr. Mais enfin, tout ça sont des scandales absolument incroyables. Mais c'est comme ça. Et puis alors, après, on creuse du coup. On creuse ça. Et alors,
j'étais parti sur les relations entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et là aussi, on regarde les liens financiers qui sont établis au fil du temps. Et on va de découverte en découverte. Et non seulement on va de découverte en découverte, mais on s'aperçoit que Google et Facebook, et c'est public, c'est officiel, leur stratégie, ils s'en vantent. Donc on fait des clics et on le trouve, ils s'en vantent. Ils se vantent de quoi? Ils se vantent de venir subventionner aujourd'hui massivement les médias traditionnels pour promouvoir, je les cite, hein, Google, Facebook, pour promouvoir un journaliste de qualité. Moi, je serais journaliste déjà, je me sentirais un peu insulté tout de suite, hein, adapté au monde numérique, hein, forcément, c'est leur truc. Hein, et il faut savoir que Facebook, dans chaque pays, a désigné un ministre de l'information. on croit rêver, hein, mais c'est simple. Hein. Que Facebook propose aux médias traditionnels de faire de la formation des journalistes. Waouh! Facebook, monsieur Facebook, fait de la formation. Bon, incroyable. Et pratique donc la censure massive. Et ce n'est pas juste en plus individuel. Le dernier exemple qui est juste sidérant, une des plus vieilles et respectables revues de sciences médicales du monde, qui est le British Medical Journal, okay, fondé en 1800, je ne sais plus quoi, machin, en novembre 2021 de mémoire, est censuré par Facebook. Donc il y a des types dans un bureau machin qui ne savent pas qui c'est, ils connaissent sans doute rien à rien, bidule. Non, British Medical Journal, non, tu coupes ça. Il coupe quoi en l'occurrence? Une enquête qui portait sur quoi? Ah bah sur la fiabilité des essais cliniques de Pfizer. C'est le truc qu'il faut, qu'il ne faut pas toucher, quoi, les machins tabous. Donc on en est là. Un réseau social qui est censé être au début fait dans un esprit de liberté, de partage, pour que censure des plus prestigieuses revues scientifiques du monde juste parce que ça ne colle pas au discours qu'ils veulent propager. Et c'est normal en démocratie. Et ça choque personne. Enfin, ce sont des scandales absolument majeurs. Absolument majeurs. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et enfin, ce n'est pas acceptable. Hein. Ce n'est pas possible de l'accepter. Alors, je vais m'arrêter là parce que pour conclure, parce que je pourrais continuer donc, sur chacun des petits acteurs qui sont dans mes réseaux, hein, et vous parler de tous les liens que j'essaie de croiser, de documenter les uns les autres. Voilà, je les documente, je les mesure, je les quantifie. Ça s'appelle faire de l'enquête, quoi, tout simplement. Qu'on soit encore une fois journaliste d'investigation, chercheur, policier ou gendarme, etc., juge d'instruction, il y a des choses qui sont communes dans le fait de faire une enquête et d'essayer de comprendre comment, et d'abord comment, éventuellement après pourquoi les gens font ce qu'ils font, disent ce qu'ils disent. Quoi. Voilà, pas, et accessoirement, on fait des choses qui ne sont pas acceptables, qui sont illégales, qui sont frauduleuses, qui sont des mensonges, qui sont... Voilà. Bon. Alors, conclure, que conclure j'ai bien envie de m'arrêter là pour qu'on discute en fait maintenant ensemble, si vous êtes d'accord.